Le vainqueur de Marignan, 1515, François Ier, par lettre patente du 7 mars 1516, confirma les privilèges des Péronnais. 2 ans après, le seigneur de Bussavenne et le chevalier Antoine d'Estrées s'occupèrent successivement à faire de grands travaux aux fortifications et à mettre la ville en état de défense, sous la surveillance de Jean d'Humières, qui venait d'être nommé gouverneur en 1518, en remplacement de Louis d'Allouin. En 1519, à la mort de Maximilien, l'Empire d'Allemagne se trouva vacant. François Ier et Charles d'Autriche se présentèrent au suffrage des électeurs. Charles l'emporta, sous le nom de Charles Quint, et c'est ainsi que débute la rivalité entre les deux souverains, dont la vie se passa en alternative de guerre et de trêve. En 1523, François Ier fit un séjour d'1 mois à Péronne et accorda plusieurs faveurs aux habitants. Trêves éphémères et conflits, guerre d'Italie se succèdent, sans résultat, et c'est ainsi que, suite à l'invasion de la Savoie par François Ier, Charles Quint envahit la Provence en juin 1536 en se heurtant à la détermination des armées du connétable Anne de Montmorency. Henri III de Nassau-Bréda, au service de Charles Quint, attaque alors la ville de Péronne, verrou qui lui barre la route de Paris. À la tête de 60 000 hommes, bourguignons, allemands et flamands, bien décidés à réduire ce colombier, il investit la ville le 14 août 1536 et en fit le siège. Le 25 août, une femme connue sous le nom de Marie Fouret s'y illustrera particulièrement en s'emparant d'un étendard ennemi et en précipitant du haut des fortifications son détenteur. Finalement, Nassau lèvera le siège le 11 septembre, après avoir fait des dégâts considérables dans la ville. Le colombier était habité par des aigles. Pour en revenir à l'histoire de France, ce siège a été chaud, très chaud. La ville garante de la frontière du Nord a tenu. Les Parisiens sont rassurés. L'invasion a échoué. Un concert universel de louanges glorifie les Péronnais. À Péronne, une procession votive est organisée le jour même de la levée du siège pour remercier le Tout-Puissant et Saint-Furcy. Paris remerciera Sainte-Geneviève quelques jours plus tard. Pourquoi Nassau a-t-il levé le siège? Vendôme et Guise ont-ils reçu l'ordre de marcher sur Péronne? Nassau était-il à court de subsides pour continuer cette lutte incertaine bien trop longue et qui lui avait déjà coûté fort cher? Pour célébrer cette victoire, une procession commémorative de la levée du siège sera organisée tous les ans le 11 septembre. Une bannière, placée en tête, relatant cet événement historique, sera réalisée dès l'année suivante. Dans un ordre de marche strict et codifié, clergé, corporations de métiers et populations défilent tous les ans à cette date de façon immuable. Le départ et l'arrivée se font à la collégiale Saint-Furcy. 5 stations au point névralgique du fameux siège, où retentissent chants religieux, tirs de canons et d'arquebuses ponctuent le parcours. La porte de Paris, où se sont situés les exploits de notre péronnaise Marie Fouret, sera le premier arrêt. De retour à la collégiale, prédications solennelles et grandes messes clôturent les dévotions. La Révolution française mettra fin à ces pratiques plus que 2 fois centenaires. Les défenseurs du siège de 1536. Tout en haut de la bannière et du haut de son nuage, Saint-Furcy encourage les défenseurs et intercède auprès du Tout-Puissant pour qu'il accorde la protection de la ville. Le maréchal Robert de la Marck, duc de Bouillon et de Fleuranges, est le coordonnateur de la défense. Le 28 août,
il fait avertir par le courageux Jean de Escourt qui franchit les murs et traverse les marais à la nage, les ducs de Guise et de Vendôme en plaça Ham. 400 arquebusiers, chargés chacun d'un sac de 6 livres de poudre, font de nuit le chemin inverse et renforcent la garnison de la ville. À la tête de la première légion du régiment de Picardie, de 1000 hommes, le comte de Sarcus est en charge de la défense de la porte Saint-Nicolas. La défense de la porte de Paris est confiée à Jean de Sénicourt, le comte de Cesval, arrivé à la tête de 1000 hommes, la 2e légion du régiment de Picardie. Le 20 août, mort de frère Jean de Humières, le commandeur des Hospitaliers de Malte, commanderie d'Éterpigny, a la tête emportée par un boulet. Son corps sera enterré à Saint-Furcy. Philippe de Boulainvilliers, le comte de Damartin, est chargé de la défense du château. S'apercevant que l'ennemi creusait une mine sous la grosse tour, il ordonne et participe à une contre-mine. Le 6 septembre, il est enseveli par l'explosion, avec 70 autres victimes. Le seigneur Jean III d'Estourmel est le défenseur régional de première heure. Il transporta tous les blés de ses terres et avança son argent pour la paye de la garnison. La devise du seigneur d'Estourmel, vaillant sur la crête, vient des croisades, où son ancêtre, Créton d'Estourmel, sous les ordres de Godefroy de Bouillon, fut le premier à planter sa bannière sur la muraille lors de la prise de Jérusalem en 1099. De Moyencourt, de Couldray, le capitaine Damiette s'illustrèrent aussi dans la défense de la ville. La population n'a pas démérité. Sitôt une brèche ouverte le jour, qu'elle est aussitôt comblée la nuit, par un travail acharné et périlleux. Pour remercier les Péronnais de leur bravoure à conserver la ville dans le giron du royaume de France, pendant que lui guerroyait dans le Midi face à Charles Quint en personne, François Ier accorde en récompense aux bourgeois de Péronne une couronne royale à accrocher au chef de son blason. En termes héraldiques, celui-ci peut maintenant se décrire ainsi: d'azur, épée gothique couronnée d'or, accostée de 2 fleurs de lys d'or et une 3e en pointe. Dans son ouvrage, Jules Dournel, Histoire générale de Péronne, 1879, écrit: pour récompenser les Péronnais de leur courageuse résistance et les dédommager des pertes qu'ils avaient faites, évaluées à 30 000 écus, François Ier leur octroya des privilèges considérables. Entre autres, l'anoblissement transmissible à leurs descendants légitimes, aux mailleurs et aux 4 premiers échevins de la ville, l'affranchissement du droit de franc-fief pour les roturiers, l'exemption de marché à la convocation du ban et de l'arrière-ban pour les nobles, et, pour tous, l'exemption du logement militaire, ainsi que le droit pour eux et leurs successeurs, présents et à devenir, de porter sur eux, chacun en sa faculté, en lieu d'insigne où bon leur semblera, un paix couronné. Les magistrats municipaux placèrent alors une couronne fleur-de-lysée sur le P du blason primitif de la ville, et firent faire par Charles Millet, orfèvre, 8 P couronnés en vermeil, qu'ils donnèrent l'un à Madame Leleu de Poix, autrement dite Marie Fourré, et les autres aux officiers de la ville. Eustache de Sachy, historien plus ancien, précisait: Marie-Catherine de Poix, ou, si l'on veut, Marie Fourré, fut des mieux partagée dans les récompenses que François Ier
accorda aux Péronnois. Elle eut une forte pension viagère et un droit de mesurage très considérable. Selon Jules Dournel, en janvier 1539, François Ier et Charles Quint, amis par la trêve de Nice, 1538, traversèrent Péronne avec enfants et armées. Le pape Paul III, effrayé des progrès des Turcs alliés de François Ier, et qui venaient de saccager toute la côte d'Otrante, avait fait pression sur les deux rivaux pour qu'ils se réconcilient. Que pensent les Péronnais de cette réconciliation? Il n'en est fait mention dans l'histoire. Tout de même, à cette occasion, les habitants profitèrent du passage du roi pour lui adresser une pétition à propos de la reconstruction des fortifications de la ville qui étaient fortement endommagées. Le roi fit droit à leur demande. Les fortifications furent réparées et améliorées. On releva les murailles, on rebâtit 10 tours, on en rasa d'autres, on construisit des redoutes sur la rivière et l'on condamna la porte Saint-Nicolas. La salamandre, figure héraldique de François Ier, ayant pour devise Nutrisco et Extinguo, je m'en nourris et je l'éteins, fut apposée à l'hôtel de ville ainsi qu'au corps de garde pour remercier le roi des subsides accordés à leur reconstruction après le siège de 1536. Les travaux débuteront sous Henri III, vers 1583. L'emblème de notre monarque bienfaiteur, la salamandre, animal mythique, représenté au milieu des flammes, est un peu magique, car elle est censée éteindre les bons feux et en attiser les autres. Le chanoine de Saint-Léger, Eustache de Sachy, dans son manuscrit d'avant la Révolution, titré trop modestement « Essai sur l'histoire de Péronne », nous en donne son explication. Par le feu, il entendoit celui de l'amour profane. Il est aisé, en parcourant sa vie, de démêler le sens du reste de sa devise. Luther avait depuis quelques années jeté en Allemagne les fondements de la Réforme, et Calvin, natif de Noyon, semait alors en France les mêmes principes, qui devaient enfanter les guerres de religion. François Ier, roi soldat, emblématique de la Renaissance, ami des arts et des lettres, poète lui-même, meurt au château de Rambouillet le 31 mars 1547. Henri II, son fils, lui succède. Lors de son passage à Péronne, les magistrats municipaux lui remirent une palme de Damas et de satin à ses couleurs. Par charte du 14 mars 1558, il confirma aux habitants de Péronne d'élire eux-mêmes leurs magistrats, qui passèrent de 8 à 12 cette année-là. Henri II eut 4 fils de son union avec Catherine de Médicis. À sa mort, 3 se succéderont rapidement sur le trône. François II, Charles IX et Henri III, sans avoir eux-mêmes d'enfants. Jean Clouet, peintre iconique de la Renaissance, représentera dans son œuvre abondante ses 3 frères, rois de France. Durant leur règne, catholiques et protestants se massacrent, complots, trêves et conciliations se succèdent. Sous Henri III, la France est en pleine guerre de religion. La nuit de la Saint-Barthélemy a déjà fait son œuvre le 24 août 1572. Massacres et tentatives de conciliation se succèdent. Suite à la paix de Beaulieu-les-Loches, 6 mai 1576, ou paix de Monsieur, car inspiré par François d'Alençon, jeune frère du roi, dit Monsieur, certaines villes doivent servir de refuge aux troupes protestantes du prince de Condé. Péronne est l'une d'entre elles. Des gouverneurs refusent de remettre leur ville aux protestants, comme le prévoyait cet édit. Ce fut le cas du gouverneur de Picardie, Jacques de Humières, qui refuse de voir sa ville de Péronne dans les mains d'Henri de Condé.
avec les seigneurs des environs, Jacques de Humières, Michel d'Estourmel et Jacques d'Aplincourt, le 5 juin 1576, est signé à Péronne avec le soutien de la bourgeoisie catholique et de la population, le premier acte d'association pour la Ligue, qui aboutira le 12 mai 1577 à la fondation de la Sainte Ligue, au nom de la Sainte Trinité, pour restaurer et défendre la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Élaboré la veille au château d'Aplincourt, le premier acte d'association pour la Ligue est signé dans la salle du bailliage, attenante à l'hôtel de ville. Vue de Péronne, au XVIe siècle,